Bienvenue à la première intervention en français dans cette salle. Aujourd'hui, en gros, on va parler, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle en général d'innovation, soit disruptive, soit en termes de résoudre des problèmes d'une façon différente. Et la première chose qu'une entreprise considère quand elle pense à l'innovation, c'est évidemment de trouver des nouveaux business models ou des solutions. Et la deuxième chose, c'est qu'elle va se dire, OK, maintenant, je veux faire ça, il faut que je forme tout le monde. Donc, on pense beaucoup méthode, on pense beaucoup process, lean startup, design thinking, méthodes agiles, etc. Et c'est assez logique de penser que si on fait ça tout bien, tout va très bien se passer. Alors, c'est pas qu'il ne faut pas le faire, mais assez rapidement, les entreprises se rendent compte que ils ont formé tout le monde, les gens ils comprennent assez vite, c'est pas non plus très compliqué comme méthode, mais en fait, ça marche pas aussi bien que prévu. Et là, ils se rendent compte que finalement, c'est pas la méthode ou l'approche qui va faire que l'innovation fonctionne ou qu'on arrive à générer des choses intéressantes pour le business, mais c'est plutôt qu'il va falloir prendre en compte que l'innovation, c'est pas juste un process, c'est surtout des gens, et c'est des gens qui vont devoir évoluer dans un environnement qui n'est pas forcément très favorisant à un processus d'innovation. Et donc aujourd'hui, on s'est dit que ce qui pourrait être intéressant de discuter avec les différentes personnes ici, c'est en quoi le fait d'essayer de faire un dispositif d'intrapreneuriat, alors il y a des formes diverses, comment ça va modifier le mindset de ces participants, puisqu'ils vont arriver avec une façon de penser d'exécutants, et en général, ils ressortent avec une autre façon, et comment ces participants vont pouvoir composer avec la culture dans laquelle ils évoluent. Et donc pour faire ça, on a eu l'idée de faire un regard croisé. Donc on a 3 personnes aujourd'hui avec moi. J'ai Paulina Justice Alfonsi, qui est le Chief Culture Officer, Digital Culture Officer chez Euler Hermes. Et donc Paulina va représenter un peu la vision macro d'un dispositif d'intrapreneuriat. J'ai Siam Lo, qui est la cofondatrice de Au fil des voisins, qui est une start-up une plateforme d'habitat participatif qui est issue du dispositif d'entrepreneuriat de La Poste. Et elle va nous apporter forcément le point de vue de l'utilisateur final, puisqu'elle a été dans le processus dont on vient de parler. Et Nargis Mezour, qui, au sein de GRDF, elle est la personne qui accompagne des Siam, par exemple, et donc va nous donner un regard plus extérieur en disant voilà moi ce que je vois, ce qui se passe au quotidien quand ces gens sont mis dans ce nouveau dispositif. Et du coup, alors avant de rentrer dans la partie mindset et culture, la première chose qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que des dispositifs d'innovation, il y a différentes façons de le faire. Et donc chacune, vous allez juste rapidement nous expliquer quelle est l'idée derrière votre dispositif d'intrapreneuriat, parce que certaines entreprises ont des objectifs plus ou moins ajustés sur de l'innovation disruptive. Et donc, Paulina, est-ce que vous pouvez juste nous dire voilà. Merci, c'est bon, c'est parfait. Alors, est-ce que vous connaissez Euler Hermes, juste pour être sûr que... Très peu. Ça ne m'étonne pas. Je vous explique très rapidement. Euler Hermes, on est assureur, donc on fait de l'assurance crédit. Donc en fait, on va imaginer qu'Alexia, elle a une entreprise, elle vend des services à son client ne la paye pas, donc ça peut poser des problèmes quand même. Donc si elle a assuré chez Euler Hermes, on va la payer en fait, et effectivement derrière essayer de récupérer l'argent chez son client. Aujourd'hui, la plupart de nos clients, ce sont des grandes entreprises, souvent des multinationales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on réfléchit de plus en plus, on prépare des produits pour des petites entreprises également. Donc ça, c'est juste pour vous donner un peu la big picture. Il y a 2 années, un peu plus que 2 ans, on a créé ce qu'on appelle la Euler Hermes Digital Agency. C'est un peu le bras de disruption d'innovation d'Euler Hermes. Donc c'est une cellule qui est un peu à part de l'entreprise pour pouvoir aller vite. Donc ça a été créé à côté. Mais bien entendu, cette cellule, elle peut innover, mais on s'est dit, à l'intérieur de Euler Hermes, il y a certainement des gens qui connaissent très bien notre business, qui peuvent avoir de très très bonnes idées. Ça serait intéressant de leur permettre d'innover un peu avec nous. Le problème qui s'est posé, on a vu très très vite que ces gens-là, peut-être ils ont des idées, peut-être ça peut être intéressant pour notre business, mais ils n'ont pas le temps pour les développer. Donc nous, on a créé un programme qui s'appelle Talent Accelerator.
Et en fait, le premier objectif vraiment, c'était comment on peut détacher ces personnes complètement de leur travail. Donc, ils ne feront plus du tout leur travail habituel. Pour une durée, ça peut durer 5 semaines jusqu'à 2, des fois peut-être 3 mois si c'est un projet un peu plus complexe. Donc c'était ça notre premier objectif. Et je peux vous donner un exemple très concret. Notre première participante, je ne sais pas si on peut mettre la slide ou pas. Comme ça, je vous la présente rapidement. On mettra un visage. Notre première participante, Jeanne Israël, elle est venue en fait avec une idée en disant si on faisait une plateforme sur laquelle les petites entreprises, les petits entrepreneurs qui ont une entreprise puissent mettre toutes leurs factures. Donc voilà, je vous présente Jeanne. Donc elle a créé cette plateforme qui s'appelle QuickWind. Donc c'est fait pour des petites entreprises et ces entrepreneurs peuvent mettre les factures qu'ils ont avec leurs clients. Ils peuvent suivre donc, quand est-ce que j'ai la date de paiement de chaque facture. Et si jamais on voit que les paiements sont en retard, du coup, la personne peut programmer les relances et on les aide avec des templates tout prêts de préparer les relances. Et si jamais vraiment elle n'arrive pas à se faire payer, à ce moment-là, la personne peut aussi demander à leur Hermès d'être aidée, de récupérer l'argent. Donc cette plateforme, elle a pu la développer en 5 semaines grâce à notre Talent Accelerator. Et Jeanne, je parlais avec elle en préparant notre discussion aujourd'hui. Elle m'a dit, est-ce que tu peux demander aux gens dans la salle de venir faire des tests? Ils peuvent le faire gratuitement pendant 30 jours. Donc je vous ai apporté des leaflets. N'hésitez pas, je compte sur vous. Vous allez la rendre vraiment heureuse. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Et je passe les micros. Donc moi c'est Siam, je suis donc une intrapreneure de la Poste. J'ai cofondé Au fil des voisins, donc, qui est la plateforme dédiée à l'habitat participatif. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'habitat participatif, je pense que vous n'êtes pas très nombreux puisque c'est devenu très, en tout cas intéressant pour les habitants. Donc ce sont des groupes de voisins qui se regroupent pour co-créer et co-concevoir leur logement, leur habitat. Donc ça peut être un immeuble par exemple. Chacun va acheter son logement et va partager des espaces communs du type la buanderie, la chambre d'amis. Et donc on crée une vraie communauté de voisins. Donc nous on a créé ce projet-là il y a 1 an. Dans le cadre donc, de l'intrapreneuriat à la Poste. Et donc pour revenir sur, parce que certains étaient peut-être là ce matin quand Carmen en a parlé, mais c'est, voilà, le projet, le concours d'intrapreneuriat se fait en 2 temps. Il y a un premier temps où on travaille en dehors de notre temps de travail sur le concours, donc avec une demi-finale et une finale où on doit pitcher. Et une fois qu'on est lauréat, donc il y a eu 4, nous on était la 3e promotion, on avait 4 projets lauréats. On est mis à disposition à 100% de notre temps. Donc, c'est-à-dire qu'on sort complètement des effectifs, on change de job complètement. Voilà. Donc, Nargis Mezour, moi je travaille à GRDF. Donc, même question, qui est-ce qui connaît GRDF? Ah, il y en a un petit peu plus. C'est bien. Donc, on gagne en notoriété. L'entreprise reste très âgée et très jeune à la fois, puisque c'est avec l'ouverture du marché en 2008, donc ça fait 10 ans, qu'il y a eu cette logique de séparation de ce qu'on appelle la production et la fourniture d'énergie, donc en électricité et en gaz, et que les fameux EDF, GDF ont créé des entreprises indépendantes derrière, comme GRDF, qui reste une filiale 100% d'Engie, mais indépendante. Et donc nous, en 2015, il y a eu une démarche volontaire de booster l'innovation. L'entreprise avait une dynamique assez classique de boîte à idées, où toutes ces idées étaient collectées. Et l'objectif était de passer dans une démarche de test and learn et de prototypage rapide. Et c'est là qu'en fait est née notre petite cellule qui s'appelle la Fabrique numérique, qui est à la DSI, et qui se met à disposition des collaborateurs de l'entreprise pour prototyper leurs idées au plus vite et les aider à les expérimenter au plus tôt. Voilà. Du coup, puisque Nargis a expliqué ce qu'elle faisait au sein de cette fabrique, et Siam, forcément, elle s'occupe de son projet, Paulina... Oui, tout à fait. Donc nous, en fait, on est une petite équipe qui s'appelle Culture Digitale, Digital Culture.
notre rôle dans ce programme, c'est de recruter ces personnes, donc de les repérer dans tout l'univers de l'Air Hermès. On est 6000 personnes dans le monde, dans 50 pays, je crois, pour être exact. Donc notre rôle, c'est de recruter ces personnes, donc déjà de les repérer chez l'Air Hermès, et derrière de les accompagner. Alors attention, ce qui est intéressant, effectivement, on les détache de leur travail habituel, donc ils sont 100% de leur temps d'habitude, ils travaillent sur leur nouveau projet. Ce qui est important peut-être à remarquer, c'est qu'ils s'autogèrent. Donc ils n'arrivent pas dans un univers où tout est préparé, on leur dit bah, tu vas le faire avec cette méthodologie, etc. C'est eux qui créent leur feuille de route. Ils se donnent leur planning, c'est eux qui cherchent les clients pour les interviewer, pour leur montrer ce qu'ils veulent faire, etc. Et nous, on est là un peu, on mentor, donc on les aide, on répond à leurs questions. Des fois, si on voit que peut-être ils sont un peu perdus, etc., on essaie de les aider. Mais c'est eux les pilotes de leur projet. Et après, je pense qu'on va parler de l'aspect culture, justement, comment ça se passe, est-ce qu'ils sont déstabilisés, etc. Parce qu'effectivement, c'est complètement différent par rapport aux manières de travailler de tous les jours. Je ne touche plus à la technique, je promets. Du coup, c'est une bonne transition vers la partie mindset, parce que forcément, il y a deux éléments à l'entrepreneuriat, et la partie mindset qui est à l'intérieur de l'entrepreneur, qui est comment il pense, comment il réfléchit et comment il va prendre ses décisions. Et il y a la partie culturelle qui est l'environnement. Et on n'a pas défini ce que c'est la culture d'une entreprise, parce que parfois, ce n'est pas très clair, mais en gros, on pourrait dire que c'est les règles implicites qui existent dans l'entreprise qui gouvernent. En fait, les gens vont faire les choses d'une certaine façon, presque mécaniquement, par conditionnement, parce que c'est comme ça qu'on fait. Et donc, la grosse difficulté de la culture, à ce moment-là, ça va être de désapprendre des automatismes dans un environnement qui continue à faire les automatismes. Donc, c'est déconditionner quelqu'un alors que tout le monde continue à les conditionner. Enfin, c'est un peu ça le challenge. Mais donc, le mindset, quand, par exemple, vous avez les équipes qui sont formées ou un projet qui a été sélectionné, bah, du coup, comment ça se passe pour la personne au départ? Comment elle fait pour commencer à changer? Et qu'est-ce qu'elle va devoir changer principalement dans sa façon de penser et de faire? Du coup, je vais parler du point de vue de l'intrapreneur, c'est-à-dire que du jour au lendemain, en fait, vous passez, alors surtout dans un groupe comme La Poste, d'un environnement très cadré, très processé, avec des prises de décision qui peuvent passer par X directions, à un environnement où vous êtes complètement libre, hein, comme tu l'expliquais pour ton cas, où il faut gérer sa feuille de route, où on prend nos propres décisions, où on décide de nos propres KPIs, enfin voilà, vraiment tout. Et la chose la plus importante, c'est qu'en fait, on arrive dans un monde où on n'a plus rien dans l'agenda, on reçoit plus 100 mails par jour, on n'a plus de coups de... Enfin, vraiment, alors on s'en plaint tout le temps quand on est salarié, mais en fait, d'arriver devant une page blanche et de plus être sollicité. Alors moi, j'étais directrice communication à la Banque Postale avant, donc c'était des centaines de mails que je recevais, et du jour au lendemain, zéro. Ça met un coup quand même. Donc il y a vraiment ça à gérer. Et puis après, en fonction, nous on était une équipe, on était 4 au départ, et donc les personnes ne réagissent pas toujours de la même manière. Il y a vraiment, notre employeur, La Poste, n'est plus notre employeur, mais notre investisseur. Donc il y a vraiment à changer ça, et ça prend un peu de temps. Donc le fait d'être en intrapreneuriat, ça peut être un peu plus confortable parce qu'on prend le temps de changer ce mindset. Par contre, il ne faut pas que ça dure non plus trop longtemps. Voilà, donc je vais passer la parole du coup. Donc nous, c'est un petit peu particulier parce que les personnes ne sont pas détachées. Ça s'inscrit directement dans l'entreprise. Donc la personne est dans une logique d'intrapreneuriat dans deux choses. La première, ce qu'a réussi à mettre en place du coup notre direction innovation, c'est qu'il n'y a plus de validation managériale. Donc du coup, il est livré à lui-même et il prend en main son idée. La deuxième, c'est qu'il a aussi un coach qui fait partie d'un réseau innovation. Donc son manager peut, s'il le souhaite, l'accompagner, et il a aussi un réseau d'innovation qui peut l'accompagner. S'ajoute à ça des structures comme la fabrique numérique qui peut l'aider à prototyper. On a mis en place aussi, pour du prototypage plus physique, la notion de Gaz Lab. C'est les Fab Labs comme là où on a les makers. Donc on lui rajoute aussi cette logique de dire s'il le souhaite. Et en fait, il est acteur de son idée. Et là aussi, il prend en main les choses. Et ça change
le fait de se dire je prends en main les choses, et il y a des vitesses différentes et il fait face à toute l'entreprise et toute sa dynamique. Et pour vous donner deux exemples, on a des cas où comme ils sont consommateurs directement de leur idée, ça se passe super bien. La personne, là on a eu un cas, en 3 mois, on a en plus fait un partenariat avec une start-up, c'était à Toulouse. La start-up s'appelle Bubbles, elle avait mis en place la possibilité de faire des studios qui te permettent de prototyper ton process. Ils avaient un process très spécifique parce qu'on est en contexte de réorganisation et donc ils devaient gérer ce changement. Et en gérant ce changement et le changement de structure, ils ne pouvaient pas se dire je vais prendre un nouvel outil qui va me gérer tout ce nouveau process. Et la DSI ne peut pas suivre, ces choses-là vont arriver avec le changement. Eh bien, en 3 semaines, ça a été prototypé avec la start-up. En 2 mois, ça a été expérimenté. Et là, ils vont plus loin avec la start-up. Il est consommateur de son idée, ça se passe super bien. Et le changement a été opéré. On a d'autres où finalement, c'était un cartographe qui avait cette problématique de dire et si, dans notre logique d'amélioration de notre cartographie du réseau, de la connaissance de notre réseau, n'importe qui pouvait signaler ou collecter ces données cartographiques. Du coup, il n'est pas consommateur de son idée. Et ça change tout. Parce que là, il doit s'adresser à ces gens-là. Il faut en plus prototyper l'idée. En plus, s'ajoute à cela, on a eu du mal à prototyper son idée. On s'est rendu compte que les tablettes qu'on avait choisies, on n'avait pas codé dans les bonnes technologies. Et pour lui, ça fait 1 an qu'on essaye de faire un lien entre son capteur Arduino qu'il avait prototypé en mode maker et connecter cette information avec notre tablette et toute la difficulté qu'on a. Mais ça fait 1 an, on n'a toujours pas réussi. Désolé Philippe, mais voilà. Donc finalement, chaque cas est un petit peu unique quand ça démarre par eux. Je pense que très rapidement, je crois que les premières semaines, il faut se dire la vérité, sont très très dures pour les entrepreneurs. Parce qu'ils découvrent en fait, et cette responsabilité qui leur tombe dessus de décider de sa feuille de route, prendre des décisions, etc. Je pense que ça le choque au départ. Donc je sais qu'ils sont perdus, ils sont presque en dépression des fois, donc il faut les aider, il faut les accompagner. Mais je pense qu'une fois ils ont goûté aux nouvelles méthodes de travail, etc., Jeanne, il y a quelques jours, quand je l'ai interviewée en préparation, elle m'a dit, en fait, au bout de quelques temps, on se rend compte que c'est cool, que c'est super, que vraiment on sait pourquoi on travaille, on voit le added value de ce qu'on fait, et c'est vraiment génial. Je pense qu'après, ces changements s'opèrent. Après aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, la difficulté, j'ai vu ça aussi dans d'autres entreprises, notamment dans des banques, quand on détache quelqu'un et il goûte à ça, après comment il va de nouveau à son poste d'avant, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il faut plutôt, c'est une approche aussi RH, de se dire, cette personne, en fait, elle ne va pas revenir à son poste, il faut lui proposer quelque chose de différent. Je crois que ça parle aussi, beaucoup à Siam. Voilà, peut-être, tu nous diras. Non, mais justement, c'est... Oui, alors sur ce sujet-là, clairement, l'intrapreneuriat, on peut le voir de différentes manières. Honnêtement, moi je vais prendre mon cas, mais en discutant avec mes autres collègues intrapreneurs, on est tous d'accord. À aucun moment, on envisage de revenir sur notre poste. Donc, moi j'ai été remplacée, mon ancienne manager savait très bien que je ne reviendrai jamais. Enfin, c'est pas possible. Et non, mais vraiment, j'insiste sur ça parce que on a goûté une autre manière de travailler, mais au-delà de ça, on change. On le voit aussi dans une évolution de carrière, puisqu'on a fait le choix de le faire en intrapreneuriat et non pas en entrepreneuriat, pour plein de raisons qui peuvent être très confortables, mais aussi dans une idée d'évoluer dans sa carrière. C'est un accélérateur de carrière, ça c'est certain. Donc le fait de revenir, c'est comme si vous changiez de poste pour prendre, je sais pas, un poste de direction, et on vous dit, non, finalement, tu reviens en arrière, c'est une régression terrible. En plus, on doit rentrer dans des process, non, c'est inenvisageable. Donc je ne sais pas si vous avez des gens qui font de l'intrapreneuriat chez vous, vous partez du principe qu'ils ne reviendront pas. Voilà, je suis désolée si je choque, mais... Donc, du coup, si tu es un manager et tu as quelqu'un qui te dit je voudrais faire de l'entrepreneuriat, tu sais qu'il est perdu. Oui. Il est perdu pour toi, mais pas pour l'entreprise, du coup. C'est aussi un peu toute la difficulté, c'est que du coup, on s'est beaucoup posé cette question de dire est-ce qu'on détache les personnes. Et le middle qu'on a trouvé, qui est pas mal, mais on se pose beaucoup de questions, c'est de se dire il ne se détache pas pour son idée, mais on lui met à disposition les personnes qui captent au mieux et qui accélèrent son idée. Et sans le déposséder de son idée, ce qui est très différent. C'est-à-dire que finalement, il devient donneur d'ordre. Et en se disant, voilà, j'ai une idée dans le numérique, mais je n'ai pas les compétences numériques. Mais si j'ai à disposition un booster qui me permet de prototyper rapidement,
sans me déposséder de mon idée, là, il y a quelque chose qui se passe. Et après, par contre, comme ils voient que des choses peuvent arriver très rapidement, on a quand même ce clash qui se passe, ce que vous vivez. C'est-à-dire qu'ils disent, mais comment est-ce qu'on arrive à faire ça rapidement et comment est-ce qu'on galère à faire ça? Comment c'est possible la schizophrénie dans la même boîte? Donc là, on n'a pas de solution non plus sur ça. Mais là, du coup, on arrive à la partie culture. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'entrepreneur qui, de ce que je comprends, au début, ils doivent tous s'adapter à ne plus avoir forcément de chef, devoir décider, avoir une boîte mail vide, ce qui peut peut-être faire qu'ils sont peut-être moins importants dans un premier temps, parce que les gens, c'est parfois un espèce d'indicateur de quelque chose, hein, ça dépend des gens. Et du coup, au fur et à mesure, ils doivent, de ce que vous expliquez, ils s'adaptent, ils apprennent, ils font avec, il y a une période d'adaptation. Il y en a peut-être qui quittent le dispositif, hein, on peut imaginer. Mais alors après, ce qui commence à émerger, c'est qu'en fait, c'est bien de changer les gens, mais les gens, ils sont influencés par tout ce qu'il y a autour. Et c'est ce qu'il y a autour qui va faire que plus ou moins, pour eux, ça va rester supportable, ou de continuer à faire l'intrapreneur et se mettre de plus en plus à la marge, ou de dire, là, moi, j'ai trop progressé, vous ne suivez pas. Et là, ça va faire un conflit, en fait. Enfin, et du coup, comment... Parce qu'on parle souvent d'exploration et d'exécution. Donc là, forcément, l'intrapreneuriat, c'est fabriquer des explorateurs dans un monde d'exécutants ou de gens qui font des choses dans des temps beaucoup plus lents, etc. Donc, l'idée de beaucoup d'entreprises qui font ça, au-delà des business models, de trouver des nouveaux produits, c'est d'avoir de l'ouverture, d'injecter des nouvelles idées, de faire un espèce de renouveau de la façon de penser. Donc ça, c'est évidemment ce qui est recherché. Mais ce qu'on voit, c'est des conflits, c'est des incompréhensions. Et du coup, est-ce que ces incompréhensions, ça passe par quoi? Par le manager en premier? Ou où est-ce qu'on voit, où est-ce que ça coince le plus chez vous, en fait? Je pense que déjà, quand on a des entrepreneurs potentiels, déjà le manager, des fois, quand on lui pose la question, est-ce que tu peux détacher cette personne pendant quelques mois? Moi, plusieurs fois, il y avait des managers qui m'ont dit, je pense que là, il y a quelqu'un qui serait intéressé, mais moi, je n'imagine pas comment je peux les détacher. Et à chaque fois, je prends cet exemple, je me dis, dans ton équipe, si tu as une femme enceinte ou un collaborateur qui va avoir un enfant qui va partir en quelques semaines en congé paternité, tu te débrouilles pour trouver une solution. Donc il faut prendre cette idée de cette personne, c'est un bébé en fait, voilà, qui va arriver, on peut s'y préparer et se dire que pendant 2 mois, cette personne va partir. Et vraiment, honnêtement, je trouve qu'on peut toujours trouver des solutions. Donc ça, c'est un peu le problème qu'on a rencontré. Dans le point exécution, ce que je trouve intéressant, parce qu'effectivement, dans les grandes entreprises, on est beaucoup dans l'exécution. Là, on détache cette personne pour qu'elle explore. Et moi, je vois ce problème d'exécution, mais un peu différemment, parce qu'une fois on a l'idée, on a un produit, on s'est dit, on peut finalement y aller. On peut trouver un budget pour se dire, OK, on investit dedans, on y va. Comment on l'exécute? Est-ce qu'on va back to the motherhood et on essaie de le faire comme un autre produit dans notre palette de produits? Est-ce qu'on crée une start-up où, par exemple, c'est Jeanne, aujourd'hui, elle gère cette petite entreprise, mais du coup, elle est seule. Dans une start-up, être seule, faire du business development, mais en même temps faire tout ce qu'il faut sur les sites, etc., c'est juste impossible. Donc, est-ce qu'on crée une équipe qui le fait? Il y a plein de questions d'exécution qui se posent, même une fois on s'est dit oui, ça vaut le coup, au niveau de business, il y a un potentiel, on y va. Donc, je pense qu'on est dans une phase où on découvre à chaque fois, avec chaque projet, on s'est dit comment on fait? Et c'est là où on apprend aussi beaucoup sur l'exécution. Donc, c'est un peu point de vue de notre côté. Alors, au niveau de la Poste, donc ce qu'il faut savoir sur notre programme à nous, on est détaché de 6 à 18 mois. Donc ça fait déjà beaucoup, 18 mois maximum. 18 mois sans avoir quelqu'un sur le poste, ça peut être gênant. Donc c'est vrai que, voilà. Ce qu'il faut, donc juste le contexte, c'est vrai que l'intrapreneuriat, c'est un programme qui a été poussé par le président de la Poste. Et dans un contexte où dans notre groupe, on est vraiment, au-delà du changement, c'est vraiment une transformation profonde. Donc le discours de transformation, ça fait des années qu'en fait les managers, le middle management l'entend. Après, il y a les problématiques opérationnelles de se dire, voilà, si j'ai plus de facteurs pour sortir distribuer le courrier, pour prendre un exemple qui parle à tout le monde, ça va me poser un souci. Il faut que les facteurs sortent tous les jours, déposer le courrier dans la boîte aux lettres de tous les Français. Donc si j'en ai pas, du coup, je vais avoir une difficulté. Et on passe aussi d'un monde où finalement l'innovation restait un petit peu enfermée dans des directions dédiées à l'innovation,
à tout le monde peut être innovant et proposer un nouveau business. Et le cahier des charges, en fait, au départ, c'est de créer un nouveau business, donc potentiellement une nouvelle filiale à la Poste. Donc voilà, il y a quand même cette notion de on va créer une nouvelle filiale sur un temps qui est quand même assez long. Hein. Bon, quand je discute avec d'autres intrapreneurs, c'est vrai qu'on est entre 6 et 18 mois, c'est assez long. Et avec cette idée et je reviens vraiment sur le management de proximité, parce que c'est là où le bas blesse, c'est que eux, voilà, on a des objectifs opérationnels et effectivement, j'ai plus de facteurs pour sortir, ça me pose un souci. Et donc c'est là où il peut y avoir une difficulté d'avoir moins d'opérationnel sur ce type de projet. Voilà. Alors nous, effectivement, c'est intéressant de voir les différences. On est dans une logique de transformation culturelle, mais ce sont des innovations qui s'inscrivent dans l'entreprise et qui font partie de la vie de l'entreprise. Donc, pourquoi ? Parce que GRDF reste régulé. Donc, on ne peut pas créer de filiale. On n'a pas cette possibilité de dire ça va sortir. Donc, si quelqu'un a une idée complètement à part, on va avoir plus de mal à l'accompagner sur ce type d'idée. Et pourtant, en fait, sans avoir ces degrés de liberté, de pouvoir détacher, on retrouve des similitudes qui sont gérer la frustration, gérer le fait que les personnes y arrivent et gérer l'exécution. Aujourd'hui, une fois qu'on a fait le prototype, on a fait rêver les gens. On leur a dit, voilà, c'est possible. On l'expérimente pendant 2 mois, c'est génial, c'est possible. Après, comment on fait pour réintégrer ce type d'innovation et on les industrialise à plus grande échelle ? Comment on fait pour ne pas gérer de la déception ? Parce qu'il y a de la passion dans l'innovation. Les gens font ça en plus, ils sont super motivés. Et le revers est encore plus dur. Parce que là, la déception, elle est encore plus dure à rattraper. Et donc, finalement, on est en train d'apprendre à déployer des mécanismes qui vont permettre de réinjecter. Là, à la DSI, ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité les chefs de projet où on sentait que potentiellement, ça pourrait être dans leur périmètre, à dire, regardez, il y a une innovation, regardez. Tout en gardant l'entrepreneur libre. Mais en fait, juste en appelant, venez, sur invitation, venez voir ce qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. L'autre chose, c'est qu'on s'est dit, bon, comme on sait qu'il y a des temps longs, vous expérimentez 2 mois, mais on essaie de créer un cadre en maillant avec les contraintes de sécurité qu'on connaît à la DSI et des choses comme ça, pour vous permettre de garder le produit un peu plus longtemps. Donc ça demande des négociations de notre côté, parce qu'on va nous dire, mais c'est un prototype, c'est censé être jetable, comment ça se fait, vous voulez le garder 1 an alors qu'on avait négocié 2 mois. On commence à créer des middle entre les deux en se disant, voilà, si vous sentez qu'il y avait un potentiel et on sait que vous pourrez le faire que dans 1 an, eh bien nous, on va essayer de le sécuriser et de créer un cadre pour permettre ces transitions. Et en final, on se rend compte que l'industrialisation ou le déploiement d'une idée, c'est des gestions de transition et de bons moments. Mais le 1 an, c'est pour des questions réglementaires, qu'il faut l'approbation de quelque chose. Il faut l'approbation parce que là, c'est quelque chose qui n'est plus éphémère. Et dès lors que ce n'est plus un prototype. Et donc, il faut des règles de sécurité. Oui, il faut un certain nombre de choses. Et ça, quand on prototype rapidement, c'est les choses qu'on laisse un petit peu de côté. Oui. Et on est face à ces transitions-là et ces 2 mondes, finalement, celui de l'expérimentation et de l'industrialisation, ce sont 2 mondes vraiment très différents. Il faut trouver cette transition et l'accompagner au bon moment. Mais du coup, ce que je comprends de ce que vous 3 expliquez, c'est que de ce qui semble fonctionner le mieux, c'est un peu de la preuve par l'exemple. C'est-à-dire faire d'abord quelque chose, pas forcément de façon très visible, ou en tout cas sans trop en parler, trouver des datas, puisqu'on est dans une logique data-driven de décision par les faits, avoir suffisamment d'informations et leur dire voilà ce qu'on fait, pas de pression, mais ça peut t'intéresser. Et de répéter l'opération de façon plus ou moins intensifiée pour commencer à planter l'idée auprès de plus en plus de gens, parce que vous parlez de maillage, donc j'imagine que vous identifiez les gens les plus ouverts. C'est ça ? Parce qu'on parle de mindset de l'intrapreneur, mais enfin, il n'y a pas que lui dans l'histoire. Finalement, il y a son manager, et puis il y a les gens qui vont l'accompagner, puis on n'a pas encore parlé de ceux qui financent ou qui ne financent pas, ou qui bloquent ou qui ne bloquent pas, mais finalement, c'est le mindset de tout le monde qu'il faut un peu changer, et la culture. Mais du coup, c'est un peu la poule et l'œuf, j'ai l'impression. Enfin, de ce que vous m'expliquez. Mais il faut commencer.
Non, mais je pense on s'est posé la question parce que l'année dernière, on a accéléré 5 personnes. Donc, on a commencé l'année dernière, donc c'était la première promotion, on va dire. Et surtout, sous tous ces projets, on a fini avec quelque chose d'intéressant que le board a validé et qu'on a développé derrière, donc en France ou dans d'autres pays. Donc on s'est dit, en fait, on a un ratio super intéressant, c'est limite inquiétant, on devrait se rater quelques fois, donc voilà, c'est comme ça. Et en fait, un peu la question que je me pose, si on développe ce programme un peu partout, si vraiment on met des moyens dessus, est-ce que ça va être jouable? Parce que si on a tous ces prototypes qui vont être faits un peu en masse, comment on va derrière gérer ça? Aussi, comment on va gérer les attentes des gens? Parce que quand même, ils ont envie que ça se réalise. Donc, ma question que je me pose, je passe à la question qui va arriver. Déjà, c'est comment on peut gérer cette innovation en continu et à tous les niveaux. Donc, ça peut être problématique si vraiment on le fait par centaines de cas par an. Ça peut commencer à être un peu difficile. Donc, en même temps, il ne faut pas aller limiter l'innovation, mais si on en fait vraiment massivement, ça peut poser problème. Donc, c'est un peu les questions que je me pose. Alors moi, sur ce sujet-là, j'avoue que je ne me pose pas vraiment la question. Nous, à partir du moment où on a prouvé qu'on avait des clients, parce que c'est ça, et qu'on répondait à une problématique client, bon, déjà, on y va déjà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas obligé de travailler en vase clos La Poste, c'est-à-dire qu'on a des partenariats, nous, à l'externe, avec d'autres banques, des promoteurs externes, etc. Donc, au final, comme on n'est pas en vase clos, finalement, si le business est là et que... je parlais d'un point de vue financier, le business est là, le cash rentre, on y va, quoi. Donc c'est vrai que du coup, il y a peut-être moins cette problématique-là dans un programme comme le nôtre. Si ça ne marche pas, on arrête et puis c'est tout. Et puis si ça marche, de toute façon, on va soit créer une filiale, soit c'est déjà arrivé. Certains, ça ne fait pas partie de la stratégie de La Poste, en tout cas ça a changé. Donc ils partent en essaimage et ils créent leur entreprise à l'externe. Donc au final, je ne pense pas que le problème se pose. Alors, pour le coup, nous, on a un peu cette question et il y a deux approches possibles. L'approche de dire c'est quoi notre vision? Finalement, pour créer le cadre, pour que les gens... ça permet aussi de gérer les frustrations. Quand il y a un cadre clair, une vision claire, les personnes vont se dire on innove dans cet esprit-là. Donc, la deuxième, c'est de se dire on ne pourra pas tout prendre. Et il faut expliquer aussi cette approche-là. Et l'autre chose aussi, c'est qu'au final, nous, on a ce lien avec des systèmes d'information historiques qui ont toute l'inertie qui va avec. Et ce maillage-là, au-delà de changer les gens, on est en train de changer même les structures techniques de l'entreprise. Et ça prend du temps. Donc au final, dans la logique de faisabilité, on s'est rendu compte que si on commençait par dire... non, en fait, ça ne pourra pas s'intégrer dans nos SI, non, on a l'expertise de ça, non, ça ne va pas marcher. Mais on commence à devenir des experts et on tue les innovations. Et alors, au final, ce qu'on se dit, c'est s'il y a ça, c'est qu'il y a un pain, il y a quelque chose qui va être amélioré. S'il y a ça, il faut d'abord qu'il expérimente. Et donc, on donne le crédit à l'expérimentation et au temps de se dire quelle est la valeur qui se crée vraiment. Et l'expérimentation prend le dessus. Et le fait que l'expérimentation prenne le dessus, les gens vont s'approprier finalement cette pédagogie de se dire j'apprends. Et ils ressortent au-delà du produit, d'avoir appris à mener quelque chose jusqu'au bout, de l'avoir réalisé jusqu'au bout, et d'avoir tiré la leçon de ce qu'ils ont appris. Et souvent, on se rend compte qu'au final, cet apprentissage-là a déjà créé beaucoup de valeur, indépendamment de la logique business et produit. Et de favoriser des apprentissages locaux crée une dynamique en fait culturelle très intéressante dans la logique de j'ai le droit à l'erreur, je teste. Et le fait rien que donner le droit à l'erreur et tester, on commence à transformer quelque chose. Donc du coup, parce que Paulina disait un peu la même chose, c'est qu'ils sont autogérés dès le départ, donc eux ils ont limite vraiment plus d'instructions, c'est un peu l'extrême de ce qui se passait avant. Mais et puis Siam, on en a discuté avant pour préparer, c'était un peu la même idée, c'est qu'au début on se dit mais comment on va faire? Puis vous avez dû commencer à vous organiser, j'imagine, d'une certaine façon. Vous êtes rendu compte que vous pouviez prendre des décisions en moins de 6 mois par rapport à ce qui pouvait se passer dans le passé.
Et donc, du coup, le mindset, il se modifie progressivement. Et je sais que Siem m'a expliqué que pour la partie culturelle, ce dont je me souviens, c'est que c'est au contact d'un entrepreneur, beaucoup de gens dans l'entreprise qui vont intervenir comme des experts ou des spécialistes de quelque chose ou une ressource sur un point, eux, ils vont faire un peu intrapreneur à temps partiel, c'est un peu guest star de la soirée, et ils vont pouvoir expérimenter le temps de la collaboration et repartir avec une nouvelle vision. Enfin, moi, de ce que j'avais compris, c'était « Ah, mais oui, nous, on n'a jamais vu comme ça notre processus ». Et je crois que Carmen, ce matin, elle expliquait la personne du département légal qui voyait un entrepreneur venir la voir, mais lui, il avait vraiment besoin de la réponse. Donc, et c'était un problème qu'ils n'avaient jamais vu, qui était complètement différent. Donc, c'était motivant pour la personne du département. Et donc, est-ce que c'est comme ça que vous pensez que ça peut marcher, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettez en œuvre pour accélérer cette transformation du conditionnement, en fait? Je pense qu'avec nos entrepreneurs, ils deviennent nos ambassadeurs. Parce qu'effectivement, je pars de principe que quand même, il y en a pas mal qui reviennent à leur poste d'avant. Et effectivement, ils parlent de leurs expériences, ils montrent à leurs collègues, voilà, écoute, peut-être toi, tu m'as parlé une fois que tu avais cette idée, tu pourrais peut-être faire le même programme, etc. Donc ça commence quand même à marcher, ils se parlent, les gens commencent à comprendre les nouvelles méthodologies de travail, etc. Une question qu'on s'est posée, parce que très souvent, les candidats, ce sont des personnes qui sont jeunes, qui sont intéressées par tous ces sujets-là, donc c'est un peu naturel pour eux. Et on s'est posé la question sur l'impact, parce que si on a quelqu'un qui est vraiment débutant dans la carrière, s'il fait ce programme, il revient à son poste, quel est l'impact qu'il peut avoir sur ses collègues, sur le manager, etc. Peut-être limité au final. Donc aujourd'hui, je suis en train de réfléchir, je me dis, on peut peut-être trouver des CEO des BU ou quelqu'un de management qui a un problème particulier à résoudre, et on peut peut-être imaginer ce programme pour le management. Et là, vraiment, je pense que l'impact peut être énorme parce qu'on peut imaginer que c'est un CEO d'un pays qui vient pour résoudre un problème qu'il rencontre. S'il rentre après ce programme, je pense qu'il va quand même reprendre son poste. Il peut imaginer, ma BU, je vais l'organiser complètement différemment. On ne l'a pas encore fait, mais effectivement, on y pense. Parce qu'on est en train de vérifier quel est l'impact de cette personne qui revient à son poste. Effectivement, il y en a, mais je pense que cet impact, il peut être beaucoup plus puissant. Donc c'est un peu ça, les learnings qu'on a. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, Alexia, effectivement, donc nous, au fil des voisins, on est tutorés par la branche IMO de la Poste. Et donc, ce qui est juste génial dans ce cadre-là, c'est qu'en fait, on a la possibilité d'avoir des mises à disposition de compétences, notamment architectes, pour nous aider. Alors ça, c'est assez intéressant pour nous, parce que du coup, ça ne nous coûte pas grand-chose. Alors ça nous coûte quand même un peu, parce qu'il y a des systèmes de financement interne, mais ça nous coûte moins cher que d'aller les recruter, puisqu'on ne peut pas les recruter pour le moment. Et c'est assez génial, en fait, pour ces gens-là qui viennent nous aider, parce que, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier d'entreprise à la Poste, c'est des grands halls de production, c'est pas hyper fun pour les architectes. Et donc, de leur dire, venez travailler avec nous sur un sujet super sympa, les voisins, la communauté. En plus, on a des clients absolument géniaux. Du coup, ils viennent, ils retrouvent leur métier d'architecte quand c'est l'architecte. Le juridique, des fois, alors Carmen disait, on va leur poser des questions. Alors, je ne sais plus quel était son terme ce matin. Moi, j'avais envie de dire, oui, on leur pose des questions des fois bizarres. Ils disent, c'est pas possible, comment vous êtes arrivés à ce questionnement. Et donc, on les sort un peu de leur zone de confort. Évidemment, on leur demande une réponse pour hier. Quand on sait qu'à la Poste, un processus de décision, ça se compte en mois, et que nous, on leur dit non, c'est dans la semaine qu'il nous faut la réponse. Voilà, on les challenge aussi. Et c'est vrai que nous, le retour qu'on a eu, c'est vraiment ça. Ça nous sort de notre cadre habituel, et ça nous force aussi à nous poser des questions sur nos process, en fait. Parce qu'on se rend compte que finalement, on arrive à le faire en très peu de temps, et on arrive à répondre. C'est possible, en fait. Donc du coup, voilà, là, on a sorti des choses en 3 semaines. Ça fait des mois que les services y pensent. Ils disent non, mais c'est bon, enfin, du coup, il y a une réflexion pour, sans aller sur de l'intrapreneuriat, changer le process. Donc ça, c'est assez... Enfin, moi, j'en suis très contente parce que j'aime ma boîte et je me dis, il y a des choses à changer, et ça, c'est pas mal. Voilà, ça va dans le bon sens.
Alors du coup, nous, on essaie plusieurs axes. Il y a l'axe manager, et donc là, il y a la partie DRH et transformation qui va axer sur les formations des managers pour accompagner ce changement, pour qu'ils soient aussi capables de gérer cette transformation culturelle. Et on a aussi finalement l'axe assez intéressant qui est de dire nos trophées innovation n'ont pas été axés uniquement sur des innovations de personnes, mais aussi sur les projets innovants de l'entreprise. C'est-à-dire que toutes les initiatives innovantes de l'entreprise font partie de la démarche. Tout ce qui va disrupter, en fait. Tout ce qui est, même Qui sans être remet- en rupture, mais qui remet en question. qui est Qui sans, fait différemment. sans- en fait, voilà, Oui. tout ce qui est différent, tout ce qui est nouveau. Donc la logique dans une logique de quels sont les axes qu'on veut adresser. Et le fait d'avoir embarqué ça, eh bien même les projets normaux, enfin classiques, se disent ah ben tiens, on pourrait aussi proposer ça et c'est innovant. Et du coup, on crée une communauté qui ne sépare pas un innovateur qui est acteur, intrapreneur, d'un innovateur qui se retrouve dans un projet classique. On commence à créer des ponts et des Et passerelles c'est un là peu où il différentes. commence à avoir une convergence entre la culture et le mindset, du coup. Exactement. Et le D'accord. fait de créer ces liens-là, après, par la suite, il y a des nouvelles catégories qui sont sorties, parce que forcément, un projet a plus de moyens qu'un intrapreneur classique. Et les mettre en compétition, c'est pas évident non plus. Donc petit à petit, ça s'affine. Mais le fait de mettre tout le monde dans cette même logique de mise en lumière des initiatives innovantes de l'entreprise, ça a été un facteur clé. Et l'autre chose, c'est cette logique d'ambassadeur. Donc on a finalement regroupé, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs réseaux de gens qui voulaient transformer. Il y en a qui disent c'est par le digital, il y en a qui disent c'est par l'organisation. Chacun dit voilà, moi je transforme. Il y en a c'est parce qu'on est les jeunes, donc on porte cette approche-là. Il y en a c'est on est les makers, on a les labs. Et donc on a regroupé toute cette communauté-là et on s'est dit on va essayer de diffuser l'état d'esprit à travers ces ambassadeurs du changement et créer finalement une émulation globale indépendamment de notre axe de changement. Donc du coup, comment on me signale qu'il ne reste pas longtemps avec des grands panneaux. Parce que je pense qu'il y aura sûrement des questions, donc on veut laisser un peu de temps pour ça. C'est quoi la chose à laquelle vous n'avez pas encore répondu? Alors, je sais que Paulina l'a un peu évoqué. Et puis peut-être un conseil pour ceux qui se lancent ou qui sont en train de mettre en place un dispositif pour capitaliser sur vos essais-erreurs, en fait. Je commence donc peut-être un petit conseil. Je pense que vraiment, si vous pensez à un programme d'entrepreneuriat dans vos entreprises, start small. Vraiment, vous pouvez commencer petit. Je pense qu'il y avait plein d'exemples de grosses entreprises qui ont créé des programmes très lourds, très chers aussi. On peut vraiment le faire en mode lean, hein. Donc nous, c'était le coût principal, c'était de détacher la personne, ce qui est un coût en soi, bien entendu, mais c'est libérer son temps. Derrière, c'était vraiment notre disponibilité de temps en temps pour aider la personne. De temps en temps, prendre des UX designers, des personnes de l'extérieur, des freelances, pour aider la personne à créer son produit. Mais vraiment, on parle d'investissement un minimum au départ. Et je pense que c'est génial. Et avec le temps, en fait, on s'est dit, en fait, au lieu de prendre juste une personne à la fois, prenons deux, parce que c'est encore moins cher. On voit que les personnes s'entraident. Donc, en fait, ça marche vachement bien. Et même dans ces premières semaines de questionnement, dépression presque, ils s'entraident. Ils se disent, t'inquiète pas, tu vas y arriver, etc. Donc c'est top. Et voilà, avec chaque promotion, on va dire, on apprend de nouvelles choses. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Alors moi, sur ce point-là, je dirais que, il y a plein de conseils, mais si je devais en retenir un, c'est vraiment de faire attention à la partie ressources humaines. Parce qu'on sait, alors dans notre boîte, mais ça doit être partout pareil, c'est des process qui sont encore très lourds, c'est très compliqué à mettre en place. Et le souci, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait de la visibilité sur les projets pour qu'on montre quand même qu'il y a... Alors, Carmen disait ce matin, les retours sur investissement, c'est compliqué à tracer, mais au moins qu'on arrive à dire, voilà, il y a des choses qui se font. Nous, par exemple, il y a une filiale qui a été créée de la première année, qui a été vraiment jusqu'au bout. Et c'est vrai que ça ne s'est pas vraiment su. Et pour pouvoir vraiment appuyer au niveau des ressources humaines, mais du côté très opérationnel, et des managers de proximité, de leur montrer qu'il y a vraiment des succès et que ça marche, et que même au niveau RH, on parlait de
normes, de sécurité. Enfin voilà, que même au niveau RH, on reste dans les lignes du code du travail et ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, c'est faisable. Voilà, de montrer ces succès-là, ça c'est important, mais dès le début. Alors effectivement, après on choisit la taille de son programme, mais dès le début, montrer les succès, ça marche bien. Nous, ce qu'on fait, alors du coup, notre équipe, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le tour de France parce qu'on rencontre nos voisins partout en France et on en profite pour faire le tour de France de la Poste pour aller leur parler d'intrapreneuriat. Voilà, on se fait inviter pour leur parler du programme. Ça nous prend un peu de temps, mais on se dit au moins on rend un peu à l'entreprise quelque chose parce que bon, ça nous sert aussi parce que du coup les postiers sont nos premiers clients, 260 000 c'est pas négligeable, mais il y a aussi le côté de se dire voilà, on montre que c'est possible, que c'est faisable, qu'il y a du succès derrière. Voilà. Donc ça serait mon conseil. Moi, ce que je dirais, c'est cette notion de la prise de risque. C'est-à-dire que pas tout le monde va vouloir prendre un risque. Et il faut accompagner cette prise de risque. La prise de risque dans un cadre bien précisé, c'est pas dire oui, droit à l'erreur, on fait n'importe quelle erreur, c'est magnifique, on le fait. On parle souvent de se dire oui, on prend pas assez de risques, on veut pas. En fait, cette prise de risque, il faut l'accompagner avec aussi des bonnes compétences qui vont derrière. Les gens qui vont capitaliser sur les erreurs qui seront faites. Parce que ces erreurs, une fois qu'elles sont faites, l'objectif, c'est de ne pas les refaire. Et communiquer mieux sur ces erreurs-là et capitaliser, c'est un des gros enjeux qu'on a. Et accompagner ces prises de risques. Voilà. Et du coup, vous avez 5 minutes pour poser des questions. Bonjour, Edouard Sikarski, EDF, petite boîte aussi. Je me posais la question sur le temps d'exploration que tu disais qui était plus long que le temps d'exécution. Et mon expérience m'a montré tout le contraire. Enfin, Alexia. Et notamment, on avait travaillé avec une start-up pour faire le premier POC. Et en 6 mois, on avait réussi à avoir une communauté de 1000 personnes sur une plateforme. Et on a dit, OK, on a fait le MVP, c'est bon, maintenant il faut déployer. C'est-à-dire que si on avait dû faire ça dans le circuit classique, on y serait encore en train de le développer, le truc, en train de valider 14 niveaux de signature. Donc, je me demande si c'est systématique que finalement l'intrapreneuriat ou l'exploration soit plus longue que l'exécution. Enfin, c'est ce que tu avais dit. Tu avais dit qu'il y avait du temps long. Mais c'est... Ce que je voulais dire, c'était pas ça. C'était que c'est des gens qui vont chercher des choses dans un monde dominé par d'autres qui font. Enfin, c'est plutôt la façon de travailler qui est différente. Parce que c'est évident qu'un entrepreneur va aller plus vite qu'un projet industriel ou qu'un projet tout court. Mais moi, c'était plus ils vont dans leur bureau. Enfin, c'était très simple ce que je voulais dire. Ils vont dans un bureau, tous leurs collègues, ils savent ce qu'ils vont faire demain, le jour d'après, le jour suivant, la semaine suivante, dans 3 mois. Alors que peut-être ils savent dans la semaine, mais je ne suis pas sûre que 3 semaines plus tard, ils sachent en fait. Et pour moi, c'était ça, c'est ce que je voulais dire entre exécution et c'était l'incertitude du quotidien. Enfin, c'était plutôt... Non, parce que ça peut, comme l'exemple de Jeanne, il montre bien que clairement, ça peut aller super vite. Je pense en fait, on a 2 sortes d'exécution. On a exécution dans les gros groupes au quotidien, parce qu'on est dans l'exécution de produits qu'on a, de ventes, etc. Après, on a exploration quand on travaille en entrepreneuriat. Et après, une fois on a un produit qui sort et qu'on s'est dit on va investir, là on passe à l'exécution, donc on s'est dit on va le commercialiser. Et là on sait qu'il faut le faire différemment et c'est là où on s'est dit du coup on fait comment? Donc si on le fait avec une start-up, c'est une des méthodes. Si on s'est dit finalement on va le faire avec nos moyens habituels où ça coince parce que c'est un peu back to the motherhood, on peut avoir le rejet. Donc c'est pas simple. Bonjour. Dans les 3 cas de figure, vous parlez d'entrepreneurs qui ont une idée, qui font leur idée, et puis après qui peuvent partir. Ou à 90% des fois, qui vont partir. Est-ce qu'une autre idée serait aussi de se dire, parce qu'il n'y a pas de cellule dédiée apparemment, ce que je comprends, il n'y a pas de cellule avec des intrapreneurs. Est-ce qu'une autre idée, c'est une question, pourrait être d'avoir des serial intrapreneurs dans la boîte? En gros, une personne a une idée. Il va faire appel à un serial entrepreneur qui va monter son idée. Si l'idée elle marche et l'industrialiser, ça part ailleurs, mais des gens qui soient focus que là-dessus.
un peu ce qu'on fait pour les intrapreneurs, c'est-à-dire que nous, ils ne quittent pas la boîte, ils sont vraiment dédiés, restent dans leur activité, et nous, on les accompagne à prototyper rapidement leur idée. Donc, on est un peu leur... Et une fois que l'idée est validée, on va dire, par le marché, est-ce qu'il reste pour prototyper les idées des autres ? Est-ce qu'il s'alimente d'autres idées ? C'est vraiment une cellule focus là-dessus. Nous, on va prototyper toute idée qui vient d'un collaborateur de l'entreprise. Donc, on est dédié à n'importe qui est au sein de l'entreprise et qui va prototyper. Donc, on prototype en masse et on a des entrepreneurs qui récidivent. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont prototypé avec nous, potentiellement, ils ont d'autres idées. Mais ils ne quittent pas la boîte. On n'a pas en fait un programme qui les détache. La difficulté qu'on a, c'est qu'ils font ça avec leur travail. C'est-à-dire qu'ils innovent en gardant leur activité. Juste, je vais préciser, alors à la Poste, il y a ce programme d'intrapreneuriat qui est celui qui est vraiment porté par le président. Il se trouve que nous, on est donc une très grande entreprise avec plusieurs branches, et à la DSI de la Banque Postale, il a été mis en place, c'est pas une cellule dédiée, en fait, c'est un gars, la DSI s'est dit, tiens, j'ai plein de compétences, je vais proposer à mes collègues de travailler, alors ils bossent en dehors de leur temps de travail, sur du prototypage de projets en fait qu'ils ont, qui sortiront certainement jamais, et d'autres qui peuvent intéresser des grands dirigeants de la Banque Postale pour pouvoir les réintégrer à leur projet. Donc en fait ils ont fait ça. Alors je pense que c'est très spécifique à la population informaticien, cette population-là qui est un peu corporate hacker. Ils sont vraiment, alors ils s'éclatent, ils font des choses vraiment absolument géniales. Et derrière, ça peut servir l'entreprise. Et ils passent d'une idée à l'autre, ils mixent les projets, c'est un truc national. Donc ça, ce type de choses, c'est vrai que ça peut être intéressant, notamment dans l'engagement des collaborateurs dans son métier. Parce que bon, la DSI, des fois, c'est pas très rigolo, d'après ce qu'ils m'ont dit. Bonjour. J'ai une petite question à vous poser sur le fait que souvent on se dit, quand on est entrepreneur, il est utile de réutiliser des expertises qu'on a dans un groupe ou des actifs. Donc vous parliez notamment de l'immobilier, du juridique, des architectes, etc. Pour avoir fait plusieurs fois l'expérience, on se rend compte que souvent les actifs qu'on a en interne qui théoriquement nous aident à créer des synergies avec la start-up sont plus un poids pour cette start-up, notamment le département juridique. J'ai travaillé pour un de mes clients qui voulait lancer un business dans l'assurance. Ils ont appelé le département juridique pour les aider à créer un contrat qui était plus agile et qui correspondait, qui était plus simple pour l'utilisateur. Et le premier truc qu'ils ont dit, c'est on va rajouter 15 pages au contrat. Parce qu'on veut se prémunir du risque, etc. Mais l'utilisateur, il n'a pas envie de lire un contrat de 15 pages, il veut quelque chose de simple. Et finalement, ils ont résolu le problème juridique eux-mêmes, la start-up, et ils n'ont pas eu besoin de la direction juridique. Pareil, pour créer un nouveau produit d'assurance, il devait passer par des actuaires en interne, et finalement les actuaires les ont plus ralentis qu'autre chose. Donc moi je me demande à quel moment en fait l'intrapreneuriat, en fait, est-ce qu'il sert plutôt à transformer la culture interne de l'entreprise ou plutôt à lancer des nouveaux business ? Pour l'instant j'ai l'impression que soit on se détache vraiment du cœur de l'entreprise et on lance un business, soit c'est un outil pour changer la culture interne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, sur ce sujet-là, le propos tout à l'heure, c'était de dire que dans l'intrapreneuriat, on a des facilités en interne d'avoir accès à ce type de compétences. Dans notre programme, on n'a absolument aucune obligation. On peut tout à fait passer par quelqu'un d'externe. On peut le gérer soi-même si on a les compétences. Il n'y a vraiment pas d'obligation de passer par ces gens-là. C'est vraiment de la facilitation, c'est des personnes qui ont quand même cet esprit un petit peu vraiment terrain, opérationnel et qui nous aident. Ceci dit, pour prendre l'exemple, nous quand on a commencé sur le crédit, on s'est dit on va pas du tout parler à la banque parce qu'on sait qu'une banque elle prendra le minimum de risques et qu'elle va nous en rajouter, quand on parle de 15 pages supplémentaires, on savait que ça allait... donc on a commencé, ça fait 1 an qu'on travaille sur le sujet, on a travaillé avec des externes et on commence à travailler avec la Banque Postale que maintenant, enfin la Banque Postale et même d'autres banques, que maintenant parce qu'on savait que sinon ça allait tout nous casser. Donc après c'est juste, ce qui est intéressant en intrapreneuriat, c'est de passer... c'est difficile au début de se dire bon voilà, d'habitude j'ai tout à disposition, j'ai besoin des RH, je vais au bureau des RH. Voilà, c'est juste de se dire qu'est-ce que j'utilise ou pas en fonction des besoins et de le faire intelligemment. Et parfois de se dire bon ils m'ont dit ça, bah, tant pis c'est pas grave, je les écoute pas et je fais autrement. C'est pas forcément évident au début, mais on y arrive. Très brièvement, parce qu'on va se faire chasser. Très brièvement, oui, innover, c'est un levier de transformation de l'entreprise, l'interne. Et attention aux préjugés, parce que moi, depuis maintenant un peu moins de 2 ans que je le vois,
il y a des juristes qui peuvent être très agiles aussi. Il y a des acheteurs qui peuvent être très agiles et il y en a qui ne sont pas agiles du tout. Et il y a une sorte d'intelligence sociale à mettre en place. Et en se disant, il faut, si on veut même changer un système ou le hacker, il faut mailler aussi et essayer de détecter les personnes qui sont dans cet état d'esprit et cette culture. Donc attention aux préjugés, ça ralentit pas forcément. Et je voyais même des cas où en fait ça pouvait même accélérer et des cas où des gens se disaient non, on va pas leur demander, ils galéraient dans leur coin à trouver une solution alors qu'on avait la solution juste à côté. Donc se parler, identifier, mailler, il y a un networking interne à mettre en place pour trouver un petit peu les gens qui sont dans cette culture et pour trouver des chemins de coopération intelligents qui nous permettent d'atteindre l'objectif. Super, merci beaucoup à toutes les trois. De toute façon, après, vous pouvez les trouver pour poser toutes les questions que vous n'avez pas pu poser parce qu'on va se faire chasser par Fabrice qui doit être là bientôt. Et merci beaucoup. Merci.